Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être sur les antennes de For You Media Africa. C'est votre programme quotidien. On remue l'actu de ce 29 novembre 2022 qui démarre sur les antennes de For You Media Africa. Vous faites bien d'être avec nous. Le sujet du jour nous conduit à Nairobi, au Kenya, des pourparlers de paix convoqués par la communauté des États d'Afrique de l'Est. Qu'attendre de ces pourparlers? On en parlera dans cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Noubissi Wafo. On aura également la vie de Kwetchou et de Koumabité. On aura la une du jour, l'info du jour, l'image du jour et le buzz du jour. Ils sont sur ce plateau. Tout beau, je vais commencer par les dames. Hier, j'ai commencé par l'homme. Aujourd'hui, par les dames. Bonjour, Kwetchou. Bonjour Moto, bonjour Koumabité, bonjour bien sûr à tous nos auditeurs et téléspectateurs de par le monde. Bonjour à tous ceux qui sont toujours là au rendez-vous de lundi à vendredi pour remuer l'actualité avec nous. Et bien sûr à tous ceux qui prennent la peine de nous laisser un message sur nos différentes plateformes internet, notamment sur les réseaux sociaux. Bien bonjour à vous, particulièrement ce matin depuis Accra au Ghana. Il est aussi sur ce plateau. Monsieur Koumabité, bonjour. Bonjour Imamoto, bonjour à tous ceux qui sont déjà habitués à ce programme. Bonjour l'Afrique, bonjour donc à tous les lions indomptables du Cameroun. Bonjour aux adversaires serbes, bonjour à tous ceux qui sont donc connectés sur For You Media Africa. C'est l'instant de l'émission On remue l'actualité. On va donc remuer l'actualité avec vous. Aujourd'hui, il s'agit du 29 novembre 2022. Ah, le mois tire à sa fin. Donc, décembre, c'est dans quelques heures simplement. Et aujourd'hui, Mamoto, nous allons faire un bond tout à côté du Cameroun. Il s'agit bien évidemment du Tchad, où les avocats ont donc décidé de gréver, de faire donc une grève après donc un cessez des activités de certains manifestants donc à partir de mardi prochain. Il s'agit bien de cette information que nous aurons donc l'occasion de décortiquer avec vous tout au long de cette émission. Dans le cadre de l'info du jour, ce sera tout à l'heure, mais à présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit au Kenya, notamment le conflit rwando-congolais. Qu'attendre des pourparlers de Nairobi? Eh bien, la troisième session des pourparlers de paix inter-congolais s'est ouverte le lundi 28 novembre 2022 à Nairobi, au Kenya, organisée dans le cadre du processus de Nairobi pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo, la RDC. L'ouverture de cette session a connu la participation en présentiel des chefs d'État du Kenya, du Burundi et voilà en distanciel des chefs d'État du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, Yoweri Museveni de l'Ouganda, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de ce processus, est également présent sur la place à Nairobi. Chacun des différents chefs d'État a livré son message et sa vérité, comme lors de la précédente session. Les assises qui se sont ouvertes le 28 novembre, donc hier à Nairobi, connaît également la participation des groupes armés ayant déposé les armes et délégués de la société civile de quelques provinces de la République démocratique du Congo, dont celle de l'Est. Dans son message, Félix Antoine Tshisekedi a essentiellement et clairement signifié l'exclusion du M23 dans ses pourparlers tant que ce mouvement militaire pro-rwandais ne déposera pas les armes et qu'il ne quittera pas les territoires occupés. Paul Kagame a exprimé l'espoir que le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo puisse être résolu sur les processus impliqués s'attaquent aux causes profondes. Le président rwandais a pour cela attribué ce conflit qui dure depuis des décennies à des accords antérieurs non mis en œuvre. Je voudrais exprimer ma gratitude au président William Ruto et à l'ancien président Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'Afrique de l'Est, pour avoir consacré suffisamment de temps et d'énergie à ce problème qui a une histoire compliquée et longue, mais qui est néanmoins
résoluble, j'y arrive, a-t-il déclaré. Le président William Ruto a pour sa part qualifié les pourparlers de mission d'une vie pour les États membres de l'EAC et a promis l'engagement du Kenya à s'impliquer efficacement jusqu'à ce que la crise en République démocratique du Congo soit résolue. Alors que d'autres pays organisent d'énormes conférences pour discuter de commerce et d'investissement, notre peuple est dans des tentes à cause du conflit. Cela doit cesser, a-t-il déclaré. Le président du Kenya, William Ruto. Le facilitateur Uhuru Kenyatta a confirmé que de nombreux groupes armés avaient apaisé les hostilités depuis le début des négociations, permettant ainsi aux communautés touchées par la guerre d'accéder à l'aide humanitaire, mais averti que d'autres ne l'avaient pas encore fait. Il a exhorté les pays membres de l'EAC à déployer des troupes pour le faire conformément à l'accord conclu. À cet effet, les dirigeants de la région. À son tour, Yoweri Museveni a déclaré que l'Ouganda était prêt à jouer son rôle pour mettre fin au conflit et a appelé les autres États membres de l'EAC à unir leurs efforts afin que le bloc ne manque pas une autre chance d'apporter une paix durable dans l'Est du Congo. Aucune force ne peut défier la force combinée de l'Afrique de l'Est, a-t-il déclaré. À noter au sujet de la force de l'EAC en RDC que le Burundi et le Kenya ont envoyé leurs troupes et l'Ouganda devrait déployer ses soldats dans les prochaines semaines, alors que certaines sources évoquent de réticences dans les classes dirigeantes congolaises. Le Soudan du Sud a envoyé ses officiers avant le déploiement de ses soldats dans les mois à venir. Mesdames, Messieurs, telle est notre thématique de ce jour. Vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos différents messages concernant notre thématique du jour sur notre page Facebook For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant l'émission. Je vais commencer par vous, Kwechu, des pourparlers de paix qui se sont ouverts hier du côté de Nairobi au Kenya. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut réellement attendre de ces pourparlers de paix par rapport au conflit rwando-congolais? On peut s'attendre qu'il y ait une issue favorable, du moins on peut espérer qu'il y ait une issue favorable à ces pourparlers. Issue favorable qui, pour moi, déboucherait simplement sur une accalmie dans la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo qui continue à s'envenimer, du moins c'est le sentiment qu'on a. Donc, est-il possible finalement d'enterrer la hache de guerre entre Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ou est-ce qu'une assise à elle seule pourrait suffire à calmer le jeu dans la frontière à l'est du Congo, entre la République démocratique et le Rwanda? Ce sont des questions qui restent, et s'il est quelque chose à espérer justement de ces pourparlers, c'est que ça puisse apporter des éléments de réponse, non seulement quant à l'implication ou non du Rwanda dans les actions ou les exactions du groupe rebelle M23 dans le Nord Kivu, du côté de la République démocratique du Congo. Alors, outre le fait peut-être pour le Rwanda de reconnaître ou pas, je pense que ce serait déjà une avancée notoire que d'avoir au moins une accalmie dans la tension qui règne de ce côté, parce qu'il faut le dire, c'est une guerre qui a priori a été froide de par les invectives qui étaient avancées de part et d'autre, mais qui aujourd'hui est une guerre bien réelle. Il est des morts qui sont enregistrés dans la frontière des deux pays, dans l'est de la RDC, et malheureusement lorsqu'il est des morts, je pense qu'il n'est pas plus chaotique comme situation. Donc c'est vraiment une situation chaotique aujourd'hui dans cette partie-là du monde. Et l'EAC, en tout cas la communauté des États d'Afrique de l'Est, a initié quand même moult démarches, et le Kenya toujours à plusieurs reprises joué les médiateurs dans ce conflit rwando-congolais. Donc aujourd'hui encore, on est au Kenya, après la visite d'ailleurs du président kenyan à Kinshasa. C'est une main tendue du Congo quand même dans une volonté manifeste à apaiser les tensions, qui n'est pas toujours également tendue
par le Rwanda. Oui. Il faut reconnaître que Kigali ne fait pas vraiment montre de collaboration à chaque fois qu'il ait des pourparlers qui sont engagés. D'ailleurs, la dernière fois, on évoquait le fait que Paul Kagame avait choisi de se faire représenter par l'un de ses ministres dans une assise qui pourtant réunissait le président angolais et le président congolais et même le président burundais qui s'étaient réunis, et Paul Kagame qui avait choisi de se faire représenter. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ces pourparlers pourront quand même voir cet ego rwandais baisser d'un ton et simplement pour le besoin d'impulser la paix dans cette zone, parce que c'est quand même une zone assez charnière et qui met à mal beaucoup de populations, une zone où sévissent encore beaucoup d'autres rebelles et qui n'avaient pas besoin finalement que ça s'enlise encore davantage avec désormais les M23. On voit également toujours dans ce Nord Kivu, à l'est de la RDC, la MONUSCO, voilà, on s'en mêle les pinceaux avec MINUSCO. Dans la MINUSCO qui, elle également, est sommée de dégager, et donc la situation sécuritaire, elle est vraiment au pire dans cette région du pays, et on espère vraiment qu'au sortir de ces pourparlers, il y aura tant de la partie rwandaise que de la partie congolaise, déjà les langues qui se délieront quant à accepter de part et d'autre l'implication ou non dans les exactions du M23, et maintenant de montrer vraiment une intention à remettre au beau fixe les relations diplomatiques entre les deux pays. Merci Kwichu. Comme habité la semaine dernière lors du mini-sommet organisé à Luanda, il y a eu un accord de cessation des hostilités, et aujourd'hui la troisième session des pourparlers s'est ouverte du côté de Nairobi au Kenya. Pour vous, qu'attendre réellement de ces pourparlers? Est-ce qu'au sortir de ces pourparlers, on peut espérer à une cessation des hostilités dans l'est de la RDC? Une cessation d'hostilité, je dirais, en fait, c'est tout ce qu'on demande en réalité au Congo et au Rwanda. C'est-à-dire qu'ils arrêtent la guerre, les deux pays arrêtent la guerre et recommencent à entretenir les relations diplomatiques positives. Positives autant pour moi. Et maintenant, si on parle des pourparlers, j'aurais bien voulu qu'il y ait... la dernière fois, d'abord, on a constaté que lorsqu'il y avait des pourparlers, le Rwanda a envoyé un représentant, ce qui signifiait exactement que le président rwandais, enfin, ça c'est une lecture générale, une lecture panoramique de la chose, c'est-à-dire que le président rwandais était, à ma foi, désintéressé, parce que quand il s'agit d'un problème qui concerne votre intégrité, ou alors votre intégrité territoriale, vous devez quand même vous y impliquer. Mais quand vous envoyez un représentant, ça voudrait simplement dire qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que vous soyez là. Il n'y a pas d'intérêt. Ça marque déjà un manque de respect envers même le pays voisin. C'est un manque de respect déjà envers ses propres compatriotes. Et c'est un manque de respect envers toute l'Afrique. Parce que, vous voyez, c'est-à-dire que il y a des membres du gouvernement de certains pays qui veulent résoudre le problème entre les deux pays, mais vous faites quand même l'effort de ne pas pouvoir compatir, c'est-à-dire vous faites l'effort de ne pas pouvoir... Surtout quand on voit l'implication surtout qu'on voit tout à fait de la communauté des États de l'Est. Tout à fait, on voit l'implication de ces présidents, on voit l'implication du Kenya, on voit l'implication même du Burundi, de l'Ouganda, et on se rend compte que, mais qu'à cela ne tienne, vous avez quand même la faculté ou alors le courage de manquer à ce grand rendez-vous qui, ma foi, est gage de paix dans les deux territoires, c'est-à-dire que ce soit du Congo, que ce soit du Rwanda. Mais maintenant, dire que c'est pour parler, il y aura une suite favorable. On aimerait bien qu'il y ait une suite favorable. On aimerait bien voir le Congo et le Rwanda se lier ou alors s'unir main dans la main comme on a pu avoir dans les images précédentes des années antérieures. On aimerait bien voir la diplomatie rwandaise et la diplomatie
congolaises travailler ensemble. Mais déjà, si l'un des présidents n'est pas intéressé ou alors joue la carte de celui-là qui, ma foi, pense qu'il il n'a rien à voir là-dedans, à un moment donné, il y aura un problème. Il peut y avoir plusieurs pour parler. Mais si déjà un parti n'est pas favorable au dialogue, à un moment donné, on n'aura pas de suite favorable. Mais qu'à cela ne tienne, si le Rwanda aujourd'hui décide de mettre fin, en fait, à cette guerre, je pense que à moins de 24 heures, il y aura une solution. Si le Rwanda décide que, bon, voilà, étant donné que le Congo nous accuse de certaines choses, de faire du désordre dans la partie est du pays, alors, si nous, on décide que non, ça va, on arrête les hostilités, je pense qu'en 24 heures, le problème sera résolu. Mais est-ce qu'on constate une volonté du président Kagame? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, que de son côté, on constate simplement qu'il n'y a pas de volonté, et s'il n'y a pas de volonté, ça sous-entend simplement que, ma foi, hein, que selon moi, en fait, ce sera probable que la guerre continue. Puisque si lui, on organise les premiers pour parler, il n'est pas dedans, il aura plutôt un représentant, ça veut dire une chose. Si déjà le second tour arrive et que lui-même il n'est pas représenté. Les deux chefs d'État se sont exprimés en visioconférence, le président du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi s'exprimer en visioconférence quand il faut être là, parler des choses proprement dit, parler des choses quand il faut le physique? Moi je ne trouve pas, excusez-moi, mais je trouve un peu ça enfantin du président rwandais de se comporter de la sorte. Pourquoi? Parce que quand un problème concerne ton pays, tu devrais te lever, puisque tu as juré au honneur et fidélité, tu as juré devant la Cour suprême que non, en fait, que ce soit vents et marées, je suis là pour servir mon pays. Mais à cet instant, quand tu es contre, tu n'es même pas, c'est-à-dire que tu essayes de jouer la carte de l'ignorance, à un moment donné, ça fait problème. Ça veut dire que, en fait, le but, ce n'est pas que les deux pays s'entre-déchirent. Le but, c'est que, en fait, pour toi, c'est en réalité une façon de dire que, bon, voilà, moi, qui s'entre-déchire là-bas, moi, je m'en fous. Le problème, c'est que si moi, je suis président de la République, moi, ça me va. Si ma famille se porte bien, pour moi, ça va. Mais tu ne regardes pas l'intégrité du pays, en réalité. Donc, ça fait un problème. Donc, je pense que si aujourd'hui, le Rwanda et le Congo, c'est-à-dire les deux présidents, s'asseyent sur une même table et qu'ils essayent de discuter, je pense qu'à un moment donné, il y aura une suite favorable. Mais si ça continue dans ce sens où le président rwandais, ou alors les deux sont en train de jouer le chat et la souris, à un moment donné, je ne pense pas qu'il peut avoir 10 000 pour parler, mais il n'y aura jamais de suite, Emamoto. Merci, Koumabiti. On va rester avec vous pour l'info du jour de ce 29 novembre 2022. Merci, Emamoto. Comme vous l'avez si bien dit, hein, on va rester pour donc revenir avec l'info du jour, mais cette fois-ci on va faire un tour au pays qui est donc très proche de nous. Il s'agit bien évidemment du Tchad, où donc les avocats ont donc décidé de gréver pendant le procès de 401 manifestants. Pourquoi? De toutes les façons, nous aurons la quintessence de cette actualité. Les avocats du Tchad ont annoncé lundi cesser toute activité à partir de mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, pendant toute la durée d'un procès de masse, donc de 401 personnes arrêtées pendant et après les manifestations contre le pouvoir réprimées dans le sang le 20 octobre dernier. Il s'agissait donc de ces émeutes qu'il y a eu au Tchad le 20 octobre 2022. Ce jour-là, une cinquantaine de personnes et de jeunes manifestants, je pense que voilà, merci pour la réalisation. Les jeunes manifestants tués donc par balle pour l'immense majorité avaient donc péri en N'Djamena et ailleurs quand les forces de l'ordre avaient donc ouvert le feu sur la moindre tentative de rassemblement. Ils répondaient donc à l'appel de l'opposition contre la prolongation de 2 ans au pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé donc chef de l'État par les militaires le 20 avril 2021, a annoncé donc 2021, à l'annonce de la mort de son père, le président Idriss Déby Itno, tué au front donc par les rebelles après avoir dirigé d'une main de fer le Tchad 30 ans durant. Ça, ce sont les informations qu'on a eues. Mais la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce réellement
le père d'Idriss Déby Itno a véritablement dirigé le Tchad du main de fer? Ça, c'est une interrogation que je pose à vous et à Kouetchou. Pour moi, en tout cas, je ne pense pas, parce que pour moi, en fait, on nous a fait savoir de ce côté qu'il y avait une démocratie. Et s'il y a une démocratie, ça veut dire que quand même les populations, ou alors le peuple a quand même la possibilité de pouvoir s'exprimer. Mais aujourd'hui, on se rend compte simplement que c'est un peu nuancé quand on parle de démocratie et on parle d'arrestation et on parle de tuerie qu'il y a eu donc le 20 octobre dernier. À un moment donné, ça prête un peu à confusion. Est-ce que réellement, ça c'est d'abord une première question que je vais me poser, est-ce que réellement il y a eu cette main de fer dominatrice du côté du Tchad à l'époque d'Idriss Déby père? Dominatrice de la part d'Idriss Déby père, ouais. Ça c'est une question, en tout cas. Parce que la question aujourd'hui, elle est encore d'actualité, étant donné que le jeu politique du côté du Tchad, l'intérêt est à la transition à la tête du pays, une transition qui se voulait intervenir après la période qui avait été initiée de 18 mois et qui devait déboucher sur des élections démocratiques, libres et transparentes, et qui malheureusement ont été repoussées après le grand dialogue national inclusif. Donc il y a l'ombre qui plane sur N'Djamena quant à une volonté peut-être de Mahamat Idriss Déby, donc le fils d'Idriss Déby, à vouloir se maintenir au pouvoir avec toutes sortes de stratagèmes, dont notamment un dialogue inclusif qui se voulait finalement un rassemblement de toutes les couches du Tchad. Et qui finalement au sortir des pourparlers n'a donné l'impression qu'il s'agissait d'assises pour consolider encore davantage sa place au pouvoir. Et c'est bien ce que craignaient toutes ces personnes qui ont boycotté le dialogue. Le grand dialogue. Mais aujourd'hui, si déjà Idriss Déby Itno, fils, n'est plus vraiment d'actualité, ou du moins sa légitimité au pouvoir aujourd'hui est remise en question, moi j'ai pas l'impression qu'il faille encore regarder beaucoup plus en arrière. En fait, la question, je pose la question aujourd'hui. Voilà, je pose la question aujourd'hui parce que c'est en rapport avec ce qui se vit aujourd'hui au Tchad, où on parle de 401 personnes qui seront donc jugés devant la cour ou alors devant la justice, et les avocats qui décident de boycotter. Est-ce qu'à un moment donné on voit quand même les avocats qui en réalité sont chargés de défendre la population se retrouvent en train de boycotter? Est-ce que c'est juste la répétition de ce qui s'est passé il y a cela quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui la présidentielle, ou alors celui qui a décidé d'être président, ou alors qu'on a proclamé président de la transition du Tchad, est-ce qu'aujourd'hui cette légitimité-là est encore a vraiment son plein pouvoir? En tout cas, pour quelques mois encore, il est président de la transition, il restera. C'est clair qu'il y a beaucoup de griefs portés à son endroit depuis quelques temps déjà, depuis notamment même les émeutes du 20 octobre dernier qui ont débouché sur ces meurtres, ou du moins l'assassinat. Enfin, donc, les mots sont assez nuancés, mais donc on a envie de faire d'appeler ça les assassinats du 20 octobre, les marches meurtrières du 20 octobre. Toujours est-il qu'il y a eu des morts, plus d'une cinquantaine selon les chiffres officiels. Plus de 600 000 personnes déjà interpellées. Et pratiquement 83 jeunes mineurs qui l'opposition est pointée du doigt par le gouvernement de transition. On voit justement cette opposition qui a été littéralement disloquée après cette marche. L'opposant, peut-être le plus en vue, Success Masra, qui aujourd'hui n'est même plus au pays. Donc vraiment, c'est une situation assez délétère qui sévit au Tchad, mais qui, selon, si on s'assoit sur ce sur quoi aura débouché le dialogue national, devra s'étendre encore sur plusieurs mois. Voilà. Emamoto, merci. C'était donc ma partie spéciale concernant donc l'information du jour. On se retrouve demain, mercredi, pour une autre sortie. Merci comme invité pour cette information du côté du Tchad. On reste avec Kouetchou pour les unes du jour avant de prendre l'avis de notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo. Tout de suite, les unes du jour avec Kouetchou.
Bienvenue donc à notre traditionnel tour d'horizon de quelques unes africaines. Alors, notre moment une du jour aujourd'hui qui aura un accent particulier sur le sport, particulièrement le football. Oui, parce que beaucoup de sites d'actualité et même de journaux en kiosque se sont intéressés à ce qui se passe du côté du Qatar pour la Coupe du Monde. Mais toujours est-il, on va commencer donc au Sénégal avec notamment le site, le quotidien.sn qui s'intéresse donc à l'actualité des Lions de la Teranga. Aliou Cissé, le sélectionneur d'ailleurs de cette équipe, est donc au centre de cet article. Aliou Cissé, il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Le sélectionneur donc des Lions de la Teranga qui a déjà le regard sur la prochaine sortie des Lions de la Teranga. Et c'était hier lundi lors d'un point de presse à Doha, à la veille donc de la rencontre qui doit opposer le Sénégal à l'Équateur, qu'il s'exprimait et a donc partagé la stature à adopter par le Sénégal face aux Équatoriens. Outre cette sortie, il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Il a notamment ajouté: nous avons envie de continuer cette aventure, à nous de préparer lucidement et surtout sereinement ce match. Il faut préparer cette victoire et surtout jouer de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Voilà. Sénégal donc qui tire des leçons des précédentes rencontres. Le Sénégal qui avait donc lâché la pression lors de son premier match et qu'il avait donc perdu malheureusement et qui désormais entend tenir la rencontre jusqu'à la dernière seconde. En tout cas, dans le quotidien.sn, le site d'information sénégalais, vous pouvez avoir la suite donc des propos d'Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, lors de ce coin de presse hier du côté de Doha au Qatar. Après le Sénégal, on s'intéresse à l'actualité du côté de la Guinée, notamment avec guinénews.org. Braquage routier, le phénomène refait surface. Les coupeurs de route ont repris du service en Guinée-Conakry et il fut un temps où du côté de la Guinée l'on donnait à penser qu'ils avaient arrêté leurs activités et voilà. Et que ces coupeurs de route peut-être célébraient une année sabbatique, mais aujourd'hui ils sont donc de retour en activité et voilà, dans cet article qui est une sorte d'édito, vous avez la possibilité d'avoir un point quant à ce phénomène qui va donc grandissant désormais du côté de Guinée-Conakry, où les routes sont pris d'assaut donc par ces bandits de grand chemin qui dépouillent et causent encore beaucoup d'actes des plus répréhensibles à l'endroit des autoroutiers et de tous ceux-là qui simplement se déplacent d'une ville à l'autre du côté de la Guinée. Voilà. Après la Guinée, on s'intéresse à l'actualité toujours du côté d'Afrique de l'Ouest, à l'actualité au Mali notamment, avec Mali Jet, réforme constitutionnelle. La CMA en rajoute une couche régionale et traditionnelle. Alors après plusieurs semaines et mois d'observation, la coalition des mouvements de l'Azawad, en abrégé bien sûr la CMA, rompt le silence sur le processus de réforme constitutionnelle à quelques encablures de la consultation référendaire tant annoncée du côté du Mali. La CMA qui a donc en effet emboîté le pas à plusieurs entités politiques et coopératives maliennes pour se prononcer à son tour sur le contenu de l'avant-projet après sa remise officielle au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est un article donc à lire dans Mali Jet, un article daté de très tôt ce matin. L'actualité sportive, je vous l'annonçais, c'est au Cameroun, avec notamment la rencontre qui opposait hier l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, à la sélection de Serbie. Alors, on va commencer avec Cameroun Tribune qui titre Cameroun-Serbie 3-3.
à la folie, effectivement. C'est une rencontre, qui était des folies hier, hein, qui aura même, selon ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux au Cameroun, fait des morts, des suites d'arrêt cardiaque, des suites d'accidents vasculaires cérébraux, notamment donc d'AVC, pour leur deuxième sortie donc à la Coupe du Monde. C'était hier, 28 novembre, les Lions indomptables du Cameroun ont livré une partie riche en rebondissement. Une rencontre qui s'est terminée donc 3 buts partout et qui pourtant avait connu une domination des Lions indomptables carrément sur un score de 3-1. Ils ont réussi à revenir au score et à glaner donc leur premier point lors de cette Coupe du Monde, j'ai voulu dire Coupe d'Afrique, de cette Coupe du Monde des Nations. Et voilà, c'est un grand bravo en tout cas que Cameroun Tribune apporte à l'endroit des Lions indomptables. À la suite de Cameroun Tribune, on reste au Cameroun avec le quotidien Le Messager, héros d'une tanière d'ego. Voilà. Derrière une victoire, des problématiques également dans cette équipe camerounaise. Héros, Vincent Aboubakar, héros d'une tanière d'ego, c'est un point d'interrogation. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant camerounais entré en cours de jeu permet aux Lions indomptables d'arracher le nul face à la Serbie, en dépit, il faut le dire, donc de l'affaire Onana, entre guillemets, que précise le quotidien Le Messager, parce que oui, le gardien de but camerounais de l'Inter de Milan était absent hier, lui qui est le gardien titulaire, n'avait donc pas été aligné dans le 11 entrant des Lions indomptables, et les raisons étant a priori des raisons disciplinaires de la part du Lion indomptable, et c'est sur ce point que préfère s'intéresser Le Messager. On va sortir toujours au Cameroun, cette fois avec Info Matin, le quotidien. Lions indomptables, l'espoir demeure. Avec un point après la défaite face à la Suisse lors de la première sortie. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont donc arraché un nul hier, 3 buts partout face à la Serbie. Une victoire vendredi prochain contre le Brésil serait au regard de cette progression de Vincent Aboubakar et de ses coéquipiers logiquement attendue pour une possible qualification en deuxième tour de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Donc l'espoir reste permis pour les Lions indomptables, bien qu'ils soient à l'heure actuelle 3e de leur poule, donc avant-dernier, avec un point au compteur, autant de points que la Serbie. Voilà, et c'est avec cet espoir qui demeure qu'on va mettre une fin à notre tour des unes de ce jour. Voilà. Merci Kwichu, merci pour ces unes du jour. Merci de nous avoir baladé dans les différents kiosques des capitales africains ce matin. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur les antennes de FOU Média Africa. C'est votre programme quotidien. On remue l'actu. Eh bien, voilà, le sujet du jour nous a conduit au Rwanda et à Nairobi, au Kenya. Les pourparlers de paix de Nairobi, qu'attendre de ces pourparlers de paix. Tout à l'heure, dans les unes, tu as parlé de l'espoir qui demeure. Voilà, c'est la une de l'Info Matin. J'ai voulu sortir avec ça, effectivement, Moto. Après, ces 3 sujets avec 3 angles de traitement bien différents. Cameroun Tribune qui salue la performance des Lions. Le Messager qui s'intéresse à l'affaire Onana. Où était Onana lors de cette rencontre? Et je préfère quand même aller avec Info Matin qui lui préfère dire l'espoir demeure pour les Lions indomptables. Parce que oui, c'est 3 unes qui reviennent globalement sur, on va dire quoi, le sentiment des Camerounais aujourd'hui. Il y en a qui félicitent les Lions et qui se disent, voilà, tant qu'à faire. Mais est-ce que vous félicitez les Lions? Surtout la prestation du portier camerounais et Passy.
il y a beaucoup à reprocher à la prestation des Passy selon moi, mais on peut encore lui accorder le bénéfice du doute au deuxième gardien camerounais du fait que c'était quand même sa première titularisation dans cette équipe. Jamais il n'aurait imaginé dans une rencontre aussi importante se retrouver en qualité de titulaire. Tant Onana impose son charisme et son talent dans les filets des Lions indomptables, mais une prestation vraiment pour ma part un peu à remettre en question. Voilà, d'aucuns pensent que si... mais à la fin, il a arrêté d'être tir quand même. Est-ce que ce n'était pas une frustration de la part de ce gardien? Tu ne t'attends pas à être dans les goals et puis on te dit, voilà. Plus, en Coupe du Monde, c'est pas quand même... voilà. Est-ce qu'on peut comprendre cette frustration-là? Toute chose qui rappelle encore combien, malheureusement, il y a vraiment une sorte de désordre quand même dans la tanière des Lions. Et comme si on tâtonnait pour une raison disciplinaire, on est à quelques heures du match à dire au deuxième gardien qu'il sera titulaire et on a vu ce que ça a apporté comme résultat, fort heureusement. Il y a eu une attaque impulsée par la fougue d'Aboubacar Vincent qui a pu rattraper donc les 3 buts qui avaient déjà été encaissés par les Lions indomptables. Voilà. Donc l'espoir demeure, mais un espoir vraiment très infime. Je vais faire qualification sur le Brésil, franchement. Les Camerounais pour oser ça. Les Lions indomptables. Ouais, c'est très compliqué. Donc avec Info Matin, si l'espoir demeure, moi j'ajouterais un infime espoir qui demeure donc pour les Lions indomptables. Merci Coach, on y reviendra certainement dans notre buzz du jour, ce sera tout à l'heure, mais à présent on s'intéresse au flash d'information en langue anglaise, une présentation de Jeff Otso tout de suite. Ladies and gentlemen, welcome to News Brief over for you television. As you were saying, Emamuto and Kwechu, I will still remain in the Qatar 2022 to talk about the second release of the African nation. For the second release of the Africans team, a Mohamed Kudus brace helped Ghana beat South Korea 3-2 in the thrilling match to revive their hopes of reaching the last 16 of the 2022 World Cup at Doha's Education City Stadium on Monday afternoon. While earlier in the morning, substitute Vincent Abubakar scored 1 goal and created another as Cameroon rallied from 3-1 down to draw 3-3 with Serbia at the World Cup. He lobbed goalkeeper Vanja Milinkovic-Savic in the 64th minute and then set up striker Eric Maxim Choupo-Moting 2 minutes later. Today at around 4 p.m. local time, Senegal will face Ecuador for their third release in this World Cup Qatar 2022. In Democratic Republic of Congo, without transition, Kenya is hosting a third round of talks aimed at bringing peace to the volatile eastern province of the Democratic Republic of Congo. The East African Community Regional Bloc has convened a meeting in Nairobi to discuss how to solve the political, security and social problems that have plagued the Eastern DRC for decades. These week's talks are essentially an inter-Congolese dialogue involving local community leaders, civil society organizations and some of the armed groups active in Eastern Congo. The EAC says Congo needs to implement political and institutional reforms that will make it conducive to defeat and disarm the armed groups. Comoros court sentences former President Zambi to life in prison. In court in the Comoros on Monday, November 28, handed down a life sentence for high treason to ex-President Ahmed Abdallah Zambi. The 64-year-old was convicted of selling passport to settleless people living in the Gulf. Zambi headed the Indian Ocean archipelago between 2006 and 2011. In 2008, he passed a law allowing the sale of passports and was accused of embezzling millions of dollars under the shame which was since referred to as economic citizenship scandal. The prosecution said the cost was more than $1.8 billion, more than the impoverishment nation GDP.
Finally, in South Sudan, United Nations panel accuses officials of overseeing gang rapes. United Nations experts have called on authorities in South Sudan to investigate official accuse of overseeing systematic gang rapes, some of whose victims were girls as young as 9. The Commission on Human Rights in South Sudan said on Monday that it had reasonable grounds to believe a country commissioner in the northern oil-rich state of Unity orchestrated gang rapes at a military camp. The documented abuses also involve behaving rape victim forced to carry the several heads victim being burned alive and days of brutal sexual assault, the United Nations experts said in a statement. On that, we put a close to this edition of News Brief. Over for you, Media Africa. Thanks for your kind attention. J Photo is my name. Thank you, Jeffotso, for this news in bref sur les antennes de For You Media Africa. Voilà, est-ce qu'on a Monsieur Numbisi Wafo en ligne? Voilà, avant de prendre Monsieur Numbisi Wafo, on va s'intéresser. Est-ce que Kwechu est prête pour l'image du jour? Avant de prendre Monsieur Numbisi Wafo, l'image du jour tout de suite. Voilà, Monsieur Wafo avec voilà. Je voulais vous faire voyager pour le Qatar. Voilà, on reste d'abord au Cameroun et après Monsieur Wafo, on ira au Qatar. Bonjour Monsieur Numbisi Wafo. Merci, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont avec toi sur le plateau. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. J'espère que vous allez bien, Monsieur Numbisi Wafo, et c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Je veux bien rassurer-vous et je suis prêt à échanger comme très souvent avec vous et avec les auditeurs et les téléspectateurs autant pour vous. Merci Monsieur Numbisi Wafo. Aujourd'hui, on s'intéresse au conflit rwando-congolais, notamment qu'attendre des pourparlers de paix de Nairobi. Eh bien, hier, lundi 28 novembre 2022, la troisième session des pourparlers s'est ouverte hier du côté de Nairobi pour trouver des solutions à ce conflit-là, notamment le conflit rwando-congolais. Pour vous, Monsieur Numbisi Wafo, qu'attendre réellement de ces pourparlers de Nairobi? Faut attendre que la situation s'améliore, que l'on ouvre au moins à partir de Nairobi les pistes de solution à ce problème. Qu'il faut le dire, est un problème qui est très ancien. Qu'il faut le dire, est un problème qui trouve ses fondements dans l'histoire de ces deux pays-là qui sont, il faut le rappeler, des pays frontaliers. Pourquoi nous disons que ce problème-là trouve des fondements dans l'histoire? Ce problème-là, en réalité, met en lumière la difficulté que les Africains ont à gérer les frontières héritées de la colonisation. Il faut déjà peut-être le dire, parce que ces deux pays-là, qui sont des pays voisins, du côté de la République démocratique du Congo, au moment du tracé des frontières, il y a des populations rwandophones qui sont retrouvées à Kivu, dans le Kivu. Et ces populations-là ont du jour au lendemain, je veux dire, les familles ont ainsi, du jour au lendemain, été sur deux pays. C'est-à-dire que vous avez des populations d'origine du Rwanda qui se retrouvent en même temps et au Rwanda et de l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo. Et donc, ce problème qui, lui, avait déjà eu du mal à être géré par le pouvoir successif à Kinshasa, va être mis en lumière avec le génocide rwandais dans les années 90. Et quand on arrive au génocide, il y a une partie de ceux qui étaient considérés comme des rebelles Hutus, enfin pas des rebelles Hutus, mais c'est la milice Hutu qui était accusée d'avoir provoqué le génocide, qui s'est retrouvée du côté de la République démocratique du Congo, à la frontière, c'est-à-dire chez les frères de l'autre pays. Et
dans ces conditions-là, celui qui a pris le pouvoir alors, c'est-à-dire M. Kagame, avec le Front patriotique rwandais, trouvait son pouvoir menacé du moment où ceux qu'il combattait avaient fui avec armes et munitions pour aller se retrouver de l'autre côté de la frontière. Et donc, pour sécuriser son pouvoir, il a trouvé nécessaire d'accompagner le feu Kabila, Joseph Désiré Kabila, dans la rébellion qui devait chasser Mobutu au pouvoir. Et je rappelle que quand Mobutu a été chassé du pouvoir par le Joseph Désiré Kabila, c'était avec la promesse pour Kabila de protéger essentiellement des populations Tutsi qui se retrouvaient au Rwanda et de neutraliser les génocidaires autour qui avaient fui pour se retrouver de ce côté-là. Et donc, à partir de là, il y a eu comme une sorte d'entente entre deux pays qui, de toutes les façons, mettaient un tout petit peu ces deux pays-là en difficulté parce que de son côté, alors même que le pouvoir de Kigali accuse le pouvoir congolais de soutenir des forces qui sont sur le point de déstabiliser ou alors qui travaillent à déstabiliser, le pouvoir congolais, lui, estime que le M23, qui est une force rebelle, qui est une force qui mène des combats au niveau du Kivu, je disais donc que le pouvoir congolais estime que cette force-là est alimentée par le Rwanda et soutenue par le pouvoir de Kagame pour justement déstabiliser l'État congolais. Et donc, voilà planté le décor du problème. Vous comprenez donc que c'est un problème qui est beaucoup plus complexe que cela. Et quand on arrive au fait que le Congo lui-même est un pays qui est un pays continent, vous savez, le Congo c'est quand même 2 345 000 km², c'est-à-dire au moins 5 fois un pays comme le Cameroun. Vous comprenez qu'avec une telle étendue, une telle superficie, il y a des difficultés, il doit y avoir des difficultés à gérer les frontières. Et donc ces frontières-là, qui sont très poreuses, provoquent justement, ou alors deviennent des zones extrêmement conflictogènes qui doivent également servir les rebelles ou alors les milices qui sont créés de ce côté-là pour exploiter frauduleusement les ressources minières qui se trouvent du côté du Congo. Vous savez quand même que le Congo est très riche en ressources minières. Donc s'il faut résoudre ce problème globalement, il faut remonter à l'histoire de la colonisation, il faut trouver un moyen de faire en sorte que des populations qui sont dans cette zone du Kivu et qui sont des populations rwandophones trouvent la paix. Et tant que les uns et les autres vont développer des suspicions pour protéger leur pouvoir, et comment ils vont arriver à vivre des situations explosives comme celles qui existent maintenant. Donc nous pouvons que souhaiter que des pourparlers qui s'ouvrent à Nairobi arrivent à mettre en place un cadre de résolution définitive à ce problème. Parce que voyez-vous, c'est un problème beaucoup plus complexe que cela, et c'est un problème qui doit nécessiter de part et d'autre que les concessions soient faites justement en s'appuyant sur l'intérêt des deux pays, mais surtout sur l'intérêt des populations rwandophones qui sont installées dans cette zone à problème. On note un désintérêt de la part du président rwandais Paul Kagame lors du mini-sommet organisé en Angola la semaine dernière, toujours pour trouver des solutions à ce conflit.
le président s'est fait représenter par l'un de ses ministres. Est-ce que ça n'explique pas que on n'attend pas du président rwandais une collaboration avec le gouvernement congolais ou alors tous ces chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui essayent d'avoir des solutions pour mettre fin à ce conflit? Vous savez, dans cette affaire, il y a beaucoup de soupçons. Il y a beaucoup de soupçons. Et des soupçons s'étendent sur plusieurs pays dans la région. Les Angolais sont accusés de soutenir le pouvoir congolais, les Ougandais sont accusés de soutenir les milices pro-rwandaises qui sévissent dans la zone, et ainsi de suite. Donc, tout cela fait en sorte que chaque fois que des sommets sont convoqués, ce sont des choses qui reviennent à l'esprit et qui ne sont pas favorisées l'accès facile à la solution à ce problème. Toujours est-il qu'il faut que ceux qui prétendent gérer le monde, notamment l'ONU, interviennent dans cette histoire pour trouver entre ces deux pays une solution qui puisse être une solution définitive à ce problème. Parce que, comme nous le disons, tant qu'il n'y aura pas une solution, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas, on ne va pas trouver des conditions de vie qui lèvent toutes sortes de suspicions et qui permettent aux populations originaires du Rwanda de vivre en paix dans cette contrée-là, eh bien, ce sera toujours extrêmement compliqué. Je veux dire, on aura toujours à vivre des situations qui seront sous tension. Donc, les soupçons qui existent de part et d'autre sont des soupçons qui sont légitimes, mais encore une fois, sont des soupçons qui sont liés au fait que chacun tient à protéger et à sécuriser son pouvoir, chacun tient à protéger et à sécuriser son intégrité territoriale. Et c'est pour cela qu'il faut trouver peut-être des médiateurs suffisamment neutres et qui ont de la personnalité. Il faut peut-être trouver des institutions suffisamment internationales, bien sûr, des institutions internationales suffisamment fortes. Il faut même, pourquoi pas, trouver des moyens de contraindre les dirigeants à respecter les résolutions qui seraient prises dans le cadre d'un arbitrage de ce conflit. Parce que sinon la solution ne sera pas pour demain, compte tenu, je l'ai dit tout à l'heure, de la complexité du problème. Je voulais, parce que j'ai convoqué l'histoire tout à l'heure, que même quand Kabila, qui avait été soutenu à l'époque par Kagame, pour prendre le pouvoir, quand il a pris le pouvoir, eh bien, ce problème-là a ressurgi. Et il s'est même dit que c'est l'existence de ce problème-là qui a été d'une certaine manière à l'origine du coup d'État qui l'a renversé ou alors qui a posé sa mort. Donc, c'est un problème extrêmement complexe. C'est un problème qu'il faut régler avec suffisamment de sérieux. Et il ne me semble pas que la communauté internationale et les institutions sous-régionales soient dans cette voie. En tout cas, il ne me semble pas qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe là, on soit dans une voie qui augure de ce que demain, nous aurons la solution définitive à ce problème. De toutes les façons, tant qu'il n'y aurait pas pour ces États-là des mesures coercitives, contraignantes, du respect des résolutions prises dans le cadre d'un arbitrage suffisamment fort, eh bien, les populations vont continuer à souffrir, la guerre va continuer à enflammer la région et ce sera bien dommage pour l'Afrique et les Africains. Merci, Monsieur Noumissi Wafo. Passez une excellente journée. Merci, meilleur à vous, au studio là-bas, bonne journée à tout le monde. Au revoir et à demain. Merci. On va rapidement s'intéresser à l'image du jour avec Kwechu pour sortir. Alors, très rapidement, effectivement, on va donc faire cap vers le Qatar avec 3 images de sport. La première, Aboubakar Vincent, le but salvateur hier pour le Cameroun qui permet au pays d'avoir finalement le premier point du Cameroun en Coupe du Monde. Un but qui venait donc remettre le compteur à 3 buts partout entre le Cameroun et la Serbie. Voilà, le Cameroun donc qui
grâce à ce magnifique but d'un lob qui fait le tour des réseaux sociaux et qui a été même détourné par les Camerounais de toutes les manières possibles. Voilà, là on a Choupo-Moting, voilà, le fameux but d'Aboubacar Vincent, le lob. Voilà. Un match nul qui avait l'air d'une victoire pour le Cameroun hier, tant il a créé de l'émulsion et redonné l'espoir, parce que non, là c'était le but du 3-2. Voilà, 3-2 avant de faire la passe de faire la passe décisive à Choupo-Moting après ce but qui égalisait donc à 3 buts partout. Voilà, le fameux but. Bravo. Avec ce ballon, on pouvait impérativement faire la physique. C'est-à-dire qu'on essaye de calculer l'angle alpha de ce côté. Et puis on essaie de calculer la trajectoire. Prendre de toutes les façons, c'était un peu de la physique qu'Aboubacar essayait de faire là. Voilà. Est-ce que la révélation va nous permettre d'avoir peut-être la deuxième ou la troisième si le temps nous le permet? Peut-être pas. Si oui, on y reviendra donc demain. Parce que la deuxième image, c'était celle d'Achraf Hakimi, la star marocaine, qui a donc célébré la victoire 1-0 du Maroc face à la Belgique et qu'il a célébré dans les bras de sa maman qui était donc au stade et qui a donc ému énormément la toile. Voilà, donc demain on aura l'occasion de revenir avec ces images. Effectivement, demain on aura l'occasion de revenir avec ces images. Oui, parce qu'il y a une information fraîchement arrivée du Qatar qu'on aura l'occasion ou alors le plaisir d'échanger avec les internautes peut-être demain. Voilà, peut-être demain, parce que c'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous mettons un terme à cette édition de votre programme. On remet l'actu de ce 29 novembre 2022. Restez scotchés sur nos antennes et passez une excellente journée.